Camilla Cossingli, Sorbonne Université, faculté de lettres. Je suis sur un poste de civilisation de l'Espagne contemporaine. Ma thèse s'intitule Une histoire contrariée du bergsonisme en Espagne, 1875, année 20. Je l'ai soutenue à Paris 3, sous la direction du professeur Serge Salin. D'accord. Alors, ça, c'est une question que je pose depuis pas longtemps, mais parce que plus ça va, plus j'ai des curiosités, donc plus je vous mets sur le grill longtemps. Je voudrais savoir pourquoi l'espagnol? Est-ce que c'est une vocation ou est-ce que vous les êtes laissés pousser par les vagues? Moi, c'est mon cas, donc ce serait pas du tout une critique. Et est-ce que ça vient des origines, d'un séjour en Espagne quand vous étiez enfant ou adolescente qui vous a particulièrement plu, ou d'un super prof qui vraiment vous a dit, voilà, c'est ça que je veux faire? En fait, je suis basco-béarnaise par mon grand-père et j'ai passé toutes mes vacances dans le Pays basque, contemplant au loin l'Espagne lorsqu'on faisait des balades dans les Pyrénées et j'allais beaucoup à la corrida. Nul n'est parfait, à Bayonne, et je souhaitais moi aussi pouvoir dialoguer dans les arènes avec le torero. Et par ailleurs, assez jeune, j'ai été très très marquée par le texte de Lorca sur le duende, dont je parlerai peut-être plus tard, qui a quand même complètement changé ma vie et qui a vraiment actualisé ma vocation de philosophe hispaniste. Alors, on parlera du duende avec grand plaisir. Mais pour l'instant, restons un peu sur votre parcours. Donc, est-ce que vous avez fait des choses très différentes avant de venir à l'espagnol? On a bien compris que ça vous tenait à cœur, que vous aviez probablement hâte de commencer. Mais bon, est-ce que vous avez fait des choses avant? Est-ce que vous avez fait des choses en parallèle? Ou alors la banale petite licence, le banal M1, M2, avant les concours et la thèse? Alors, j'ai fait une hypocagne, une cagne en philosophie où je travaillais beaucoup sur Pythagore. On avait une professeure qui était très travaillée par les pythagoriciens. Je me suis inscrite ensuite en licence de philosophie à la Sorbonne. Et parallèlement, je préparais le Conservatoire national d'art dramatique. Et donc le matin, j'avais théâtre et l'après-midi, j'avais philosophie et j'étais dans cette joie de à la fois rechercher la vérité dans les mots et à la fois dans l'incarnation. Et parfois, je le vivais comme un combat, parfois, je le vivais dans l'alliance. Et en fait, on a eu un, j'ai eu mon professeur de théâtre s'appelait Philippe Duclos, et il est toujours vivant. C'était un grand ami de Patrice Chéreau et il avait une façon de parler des textes vraiment magistrale. C'était des moments de grâce absolue. C'est lui qui vraiment m'a fait rencontrer Lorca et le chercher physiquement, pas que philosophiquement. À la suite de ça, je me suis inscrite, enfin l'année d'après, je me suis inscrite en maîtrise de philosophie où j'ai travaillé sur l'harmonie dans le cosmos platonicien. Donc toujours ces recherches à la fois esthétiques, philosophiques, presque musicologiques, et dans des questions très poétiques en philosophie. L'année suivante, je suis partie en Erasmus à la Autónoma de Madrid et j'ai travaillé sur les chœurs dans la tragédie grecque en philosophie en ayant l'intuition qu'en fait les Espagnols étaient les héritiers du ménadisme grec, de l'enthousiasme bachique. Et je cherchais ça, je l'intuitionnais. À ce moment-là, alors que je travaillais sur Échille, sur Sophocle, Euripide, sur Nietzsche, en fait, je travaillais sur ça en Espagne et tout ça a pris
vraiment du sens sur place et a posteriori de façon très forte. L'année suivante, en fait, je me suis inscrite en première année de thèse à l'EPHE, où j'ai travaillé sous la direction du professeur Philippe Hoffmann sur une étude relative à la mania divine dans le platonisme et le néoplatonisme, sur les enthousiasmes en fait. C'est ça qui me travaillait vraiment beaucoup, cette espèce de rupture soudaine dans l'expérience du réel et de précipiter comme ça, vivant, vital. Et puis parallèlement, je commençais à m'inquiéter un peu, de me dire, mais je maîtrise pas complètement le grec ancien, je me retrouve dans une thèse où il va falloir, enfin aussi très philologique. À un moment, je me suis sentie dans une impasse, non pas sur le plan thématique, mais peut-être de mes compétences. Et parallèlement, je m'étais inscrite dès le début de l'année à l'Institut français de presse, où j'avais des cours notamment en sémiologie de l'image. J'ai fait mon mémoire en sémiologie de l'image sur l'intitulé, c'était le déploiement des émotions dans les attentats du 11 mars à Madrid, donc dans les images de presse espagnoles, et ça s'appelait Du silence au cri, où j'étais encore dans des recherches un peu d'expressivité, de mise en mots, alors absolument pas de l'extase, mais de l'effroi, ou encore il y avait des ponts que je pouvais faire avec des thématiques qui m'avaient intéressée. Là, j'étais vraiment dans une logique cathartique parce que j'avais euh, vraiment enfin, j'étais à Madrid au moment des attentats. Et à ce moment-là, ça a été une année décisive, l'année où je travaillais sur la mania divine, les enthousiasmes divins, et à la fois ce mémoire sur les attentats du 11 mars. Et là, je me suis dit en fait que j'avais envie de vraiment de construire ma vie avec l'Espagne, et qu'en fait, je voulais vraiment trouver cette alliance, inscrire vraiment une alliance dans ma vie entre la philosophie et l'Espagne. Et donc, j'ai décidé l'année suivante de passer l'agrégation, non pas en philosophie, mais en espagnol. J'ai été conseillée par un certain nombre de personnes, notamment par Sadi Lagdari, que j'étais allée voir à l'époque à l'Institut d'études hispaniques, et qui m'avait encouragée vivement à m'inscrire à la préparation à l'ENS. Et voilà, ça a été du coup un moment très important, et puis vraiment d'intégrer en fait l'hispanisme à ce moment-là. Euh, et puis ensuite, j'ai eu l'agrégation, c'est l'année où je me suis inscrite, et puis j'ai commencé ma thèse l'année suivante. Alors, avant de parler du choix du sujet de la thèse, j'aimerais bien revenir sur une expression que vous avez utilisée. Vous avez dit, je voulais sentir physiquement, je crois que c'est l'expression que vous avez dit, hein, vous avez utilisée. Je voulais sentir physiquement Lorca. Alors, ça veut dire quoi? Je comprends, hein, mais ce que j'aimerais, c'est que vous m'expliquiez comment concrètement ça se manifestait. Alors, j'ai bien compris que c'était dans les cours de théâtre, etc., et la jonction entre... J'ai bien compris, mais je voudrais que ce soit vraiment que vous me parliez personnellement de cette expérience-là. Euh, En fait, c'était très intéressant pour moi parce que quand j'étais en philosophie, donc l'après-midi à la Sorbonne, je faisais un peu l'expérience des élèves de Bergson à l'époque euh, qui en fait étaient mus par une soif. Ils appelaient ça la clairière Bergson. Et en fait, à la Sorbonne, j'ai fait l'expérience, alors que je voulais trouver dans l'enseignement de la philosophie une expérience, comment, euh, en un sens exalté de la vie et du réel. En fait, il me semblait que parfois, certains cours qui pouvaient parler pourtant de la chair ou de choses extrêmement concrètes me décorrélaient du réel. Et ces expériences du matin théâtral
Alors, on y parlait de Jouvet, on y parlait d'un certain nombre de dramaturges ou d'hommes de théâtre qui n'étaient pas du tout liés à l'Espagne, mais on y a joué et beaucoup parlé de Claudel aussi, beaucoup parlé du souffle, et en fait, à un moment, on s'est mis sur Lorca, pas seulement sur son œuvre théâtrale, donc d'actualisation du réel, parce que le théâtre, c'est, voilà, on est dans le réel, dans la vie, mais Philippe Duclos a fait voilà, nous a vraiment présenté Lorca, que je connaissais déjà, dans cette expérience du Duende, nous demandant de- d'incarner cet esprit de terre, cet esprit pauvre, cet esprit analphabète, alors même qu'on était quand même voilà, on réfléchissait, on pensait, mais de comment est-ce que on peut faire advenir le duende dans des scènes qui ne sont pas, ou dans un théâtre qui n'est pas proprement hispanique. En fait, le duende, cette espèce de grâce sombre, peut se jouer dans tout type d'expérience en réalité. Et c'était des expériences qui ne pouvaient se faire que dans la déprise et l'abandon, dans une expérience de pauvreté, voilà, où on lâchait tout. Et en fait, ce qui a été très beau, c'est que du coup, cette expérience, le duende, je l'ai découvert par l'expérience théâtrale et pas par la discursivité en fait. Mm. Et ça a été, je pense, le début de quelque chose, enfin, ça a été vraiment quelque chose qui a germé, qui s'est métabolisé en moi après, de toujours chercher dans la philosophie le réel, de parler dans la philosophie de l'expérience. Et c'est pas, je ne me suis pas approchée de la phénoménologie, de la philosophie par les phénoménologues, mais en fait, par le duende, c'est-à-dire essayer de faire exploser la discursivité, et pourtant on reste dans l'espace des mots. L'essai de Lorca, ça s'appelle quand même una théorie, hein. Mais voilà, de ce lien entre la pensée et l'expérience d'une forme d'enthousiasme, en fait. Alors, quand on expérimente, quand on incarne, je reprends à dessein vos verbes, le duende, est-ce qu'on change de corps, on change de voix, on se métamorphose, on se trouve au contraire soi-même? Euh, je pense qu'on se trouve vraiment en chair et en os. Euh, je pense qu'on perd son apparence, on lâche la carapace orgueilleuse, et on vient y trouver dans la pauvreté une vraie expérience de soi, quoi, me semble-t-il. Moi, c'est ce que je recherche de plus en plus, en fait, dans l'écriture, dans tous mes articles, dans ce projet d'HDR que j'ai, de, de, de chercher dans les mots, dans l'espace discursif, l'expérience d'une forme de, voilà, de basculement, de conversion réelle, parce que je suis très travaillée par le réalisme philosophique des auteurs sur lesquels je travaille, pas seulement c'est pas seulement Lorca a été un déclencheur de ce basculement, mais en réalité, tous les auteurs sur lesquels je travaille sont vraiment c'est vraiment des personnes qui me font chercher en permanence ce basculement pour mieux rendre compte dans les mots du réel, quoi. De la chair et de l'os, en fait, de l'expérience de la chair et de l'os. Alors, on peut être un prof duende, ou faut oublier le duende quand on franchit le seuil de sa classe de sa salle de cours? Enfin, je ne prétends pas euh, faire des cours en permanence vibrants et brûlants,
Certains sujets s'y prêtent peut-être moins que d'autres, mais j'avoue que certains cours ont été des moments voilà, d'expérience, d'une forme de grâce, de temps suspendu, euh, qui n'était pas que beau, qui nous mettait en présence, en tout cas, les uns des autres, quoi. Et cette expérience de se mettre en présence de l'autre ou du réel, et voilà, quelque chose que je cherche de plus en plus. Et je pense souvent à ça aussi, du prof d'OND, certes, enfin, des cours vraiment brûlants. Il y en a, et puis il y a aussi des moments dans l'écriture où ça se passe, et puis dans les communications, dans les colloques, je suis toujours sensible, notamment des colloques de philosophie, lorsqu'on est étreint par l'émotion et que quelque chose se joue d'une mise en mots du réel, quoi, de la chair et de l'os, en fait. Je comprends très bien. Et alors, du coup, à partir de ces préoccupations, qui sont, on voit bien, qui sont profondes, pas que intellectuelles, pourquoi Bergson et pourquoi ce sujet de thèse alors? Alors, au début, euh, je m'étais dit que je travaillerais sur le vitalisme en Espagne. Euh, bon, il se trouve que le nietzschéisme avait été magistralement démontré, enfin, la présence de Nietzsche en Espagne avait été déjà montrée de façon organique et extrêmement complète. Et je me suis dirigée vers Bergson, qui était un penseur de l'intuition, un penseur anti-intellectualiste, anti-conceptualiste, un penseur de l'élan vital. Et je m'étais dit que cet homme-là avait forcément une présence singulière en Espagne. En fait, j'avais nourri une sorte de fantasme que du coup, je pourrais y démontrer. Ça, c'était mon hypothèse et mon fantasme initial de ce que serait ma thèse. Je m'étais dit que je défendrais une sorte de bergsonisme sui generis, glorieux, flamenco, en réalité. Une sorte de bergsonisme un peu purulent, un peu de chair et de sang, totalement fantasmatique, hein, une image préalablement construite où je me disais que j'allais pouvoir voilà, travailler sur un vitalisme encore plus exacerbé qu'il ne l'est de fait dans le corpus bergsonien. Et puis, bon, il se trouve qu'en réalité, j'ai trouvé d'abord, en tout cas, un paysage assez désolant. Le bergsonisme initial que je trouvais était déroutant par son absence. Je me suis trouvée face au désert initialement, et, et j'ai absolument pas trouvé le bergsonisme de chair et de sang que je projetais de démontrer. Vous l'expliquez comment alors? Euh, en fait, il y a eu quelque chose d'important, c'est que euh, il y a eu un moment où je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je renonce à ce sujet, en fait, Bergson était inexistant en Espagne. Et face à ce constat initial, je suis allée voir Frédéric Worms, spécialiste de Bergson, et je lui ai dit mon désarroi, et il a été vraiment vecteur d'une sorte de relance dans le cheminement et dans la recherche, parce que il m'a exprimé qu'une absence était significative et symptomatique de quelque chose, et que en fait le plein n'était pas le seul objet légitime d'attention scientifique, et que en fait une absence, ou en fait ce qui s'est révélé plus tard comme une histoire contrariée, une présence contrariée, ou une impossibilité d'une présence, était hautement significative. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé. Et je me suis mise à la recherche. Je me suis dit que de toute façon, face à
au magistère, ce que François Azoulay a appelé la gloire de Bergson, quand il a travaillé dans un texte magnifique sur le magistère philosophique de Bergson, enfin justement un magistère culturel en réalité. Et en fait, François Azoulay, dans un texte, dans ce texte magnifique sur la gloire de Bergson, montre justement une histoire glorieuse du bergsonisme en France. Et il se trouve que précisément, moi en opposition, je trouvais une absence et un paysage vraiment désolant. Et finalement, ce que j'ai cherché à mettre en lumière, c'est, étant donné qu'il avait existé avec une telle force et qu'il avait imposé un tel magistère en France, il avait forcément eu une existence en Espagne. Et donc, mon travail de thèse a été une sorte d'enquête, de recomposition un peu archéologique, de me dire, ce bergsonisme existe, il a forcément une forme, des formes, et donc je me suis mise en quête après avoir déconstruit mon fantasme, mon préjugé initial, je me suis mise en quête de son existence et en Espagne, ou au mieux espagnol, qui n'était pas la même chose. Et j'ai commencé à lire, après avoir lu tout le corpus bergsonien, j'ai commencé à lire la presse, à passer un temps fou à l'hémérothèque, à la Biblioteca Nacional Española, et pour chercher où il avait pu exister, de quelle façon. Et progressivement, je me suis aperçue qu'il avait existé, mais qu'il avait fait une entrée étonnante, euh, que pour tout un tas de raisons, il avait d'abord euh, été reçu dans une terre inhospitalière qui n'avait pas pu l'accueillir parce que bon, je ne refais pas le débat, mais pour à la fois un attrait chez les anciens pour le néotonisme, chez les modernes, alors on est à la fin du 19e, pour tout un tas de schèmes positivistes, wundiens, et il y a quelque chose qui ne parvient pas à se faire dans son entrée, en tout cas son entrée n'est absolument pas triomphale, se fait par la toute petite porte. Il y a Leopoldo Alas qui l'accueille, qui fait un certain nombre de conférences qui sont des échecs, et lorsqu'il pénètre réellement en Espagne, il pénètre à travers les catholiques néotonistes farouchement anti-bergsoniens. Et je me suis retrouvée en fait en permanence pour tout un tas de raisons différentes face à des micro-histoires contrariées qui deviennent en fait une grande histoire qui structurait de la non-réception ou plutôt d'un accueil contrarié du bergsonisme en Espagne. Euh, Parce que voilà, j'essaye vraiment de travailler sur la métabolisation des philosophes bergsoniens dans toutes les sphères de la culture, absolument pas uniquement philosophique, même si j'avais en tête de travailler sur un corpus philosophique, mais le corpus philosophique me semblait tellement épigonal, terne et poussiéreux que je me suis dit, mais je voulais initialement travailler sur l'élan vital, et en fait je me retrouve dans une impasse ou où j'asphyxie et je peux pas rester là. J'étouffe, je m'en vais. Et en fait, en m'en allant et donc finalement en refusant la méthode uniquement herméneutique, de me retrouver voilà, confinée dans une pure philosophie épigonale, je suis allée dans les ailleurs de la philosophie, là où le bergsonisme avait pu se métaboliser, exister, se transfigurer. Et à chaque fois, ces ailleurs, ces topoi potentiels du bergsonisme étaient, pour tout un tas de raisons, voilà, des lieux où il ne pouvait pas germer, ou alors il était absent parce que l'historiographie l'avait tué, l'avait invisibilisé, l'avait minoré. Et j'ai suivi comme ça le temps chronologique, parce qu'en fait, on ne peut pas travailler sur Bergson à l'envers, c'est Jean Kelevitch qui dit ça. Donc, j'ai suivi le bergsonisme dans sa temporalité propre, et donc en suivant chronologiquement
les lieux où le bergsonisme aurait pu émerger en Espagne. Et finalement, même en allant chez les pédagogues institutionnistes, qui pourtant avaient été vraiment, leur pensée avait été infusée des philosophes bergsoniens, le reniaient, et chez les poètes, et pourquoi est-ce que les modernistes l'avaient reçu mais ne l'avaient pas dit, pourquoi est-ce que les ultraïstes, les créationnistes, les futuristes avaient été autant travaillés par l'élan vital et l'évolution créatrice, et pourquoi est-ce que tout ça n'avait pas été révélé. Donc en réalité, j'ai eu une thèse monstrueuse, j'ai eu beaucoup de thèses à démontrer à l'intérieur de ce chemin. Euh, mais toujours des intra-histoires contrariées. Je comprends bien. Et il y a malgré tout pas un petit îlot, tout minuscule qu'il soit, où la parole bergsonienne serait tombée et aurait germé de manière assumée, ouverte, consentie, puisque je comprends bien les ambiguïtés de tout ça. Et pour donner quoi, le cas échéant? Bah, pour donner quoi, en réalité, en travaillant moi sur cette période fin 19e jusqu'aux années 20, euh, en- vraiment, le bergsonisme n'est tombé que sur à achoper, euh, euh, n'a fait que des rencontres, pratiquement que des rencontres contrariées, mais d'innombrables rencontres contrariées. Je me demande si c'est pas le fait en fait, de la pensée, dans les temps de rencontre, d'être d'abord contrarié peut-être. Parce que en réalité, aujourd'hui, sur certains auteurs sur lesquels je travaille, plus spécifiquement sur la présence bergsonienne, mais c'est quand même quelque chose qui continue à me travailler. Je vois que la métabolisation peut se faire, mais de façon transfigurée. Donc, de toute façon, la transfiguration peut être en soi une présence contrariée parce qu'elle n'est pas immédiatement visible. Et peut-être que dès qu'on parle de transfert culturel, Azoulay a appelé certes son texte La gloire de Bergson et c'est sur le magistère philosophique où il montre comment la pensée bergsonienne a coloré toute la culture. Bah, en réalité, il me l'a dit le jour de ma soutenance de thèse, peut-être que toute réception est constitutivement contrariée d'abord parce que elle est reçue par quelqu'un d'autre que celui qui l'a pensée. Et donc peut-être que de fait, en rencontrant un terreau qui ne lui est pas proprement naturel, euh, ça crée cette espèce de premier de non-fluidité, non-linéarité. Mais c'est vrai que je pense aussi bien à Unamuno, dont on retrouve très fortement la présence des philosophes bergsoniens, même dans ses premiers, enfin dans des textes de 1900. Il ne va jamais revendiquer la présence de Bergson ou Ortega y Gasset qui en permanence est dans des rapports d'ambiguïté et de grande ambivalence à l'égard de Bergson. Et en fait, peut-être que j'ai été particulièrement attentive à ces ambivalences et ambiguïtés, à ces projections à la fois sombres et lumineuses sur la figure de Bergson. Euh, mais peut-être que c'est constitutif au transfert de pensée, en fait, à la au processus de métabolisation d'une pensée. En soi, oui, je comprends très bien. Cela dit, il vaut mieux être accueilli avec ambiguïté pour germer, infuser, plutôt que les bras ouverts, mais en fait, c'est un feu de paille, hein. On en connaît aussi des pensées comme ça qui ne fonctionnent pas à long terme. Mais alors, c'est pas frustrant de travailler sur ce qu'on n'arrive pas à trouver comme ça de manière immédiate, où il faut taper sur les choses pour leur faire dire absolument ce qu'elles ne disent pas de manière directe. Vous n'êtes pas un peu arraché les cheveux de temps en temps? Euh, Franchement, vous me dites ça, en fait, je repense au moment où vous me dites ça, je repense au jour où je me suis retrouvée à l'Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, un lieu improbable à Madrid. J'avais aucune idée de son existence, je savais même pas si ce lieu existait encore. Je l'avais vu dans peut-être El Siglo Futuro ou je sais plus quel journal.
traditionnaliste qui annonçait des conférences de Bergson en 1907 au moment de la publication de l'Évolution créatrice, qui avait généré, qui avait été considéré comme un ouvrage moderniste sur le plan théologique et donc à bannir pour les néo-thomistes et pour les catholiques traditionnalistes de l'époque. Et je me rappelle la joie dans la joie que j'ai éprouvée en poussant la porte de cet académien où se trouvaient les annales que je recherchais. Et je me rappelle qu'il devait être, je ne sais plus, c'était une heure improbable et je me suis retrouvée avec un monsieur qui passait le balai à côté de moi et j'ouvrais à ce moment-là des programmes où je voyais toutes les conférences programmées anti-bergsoniennes et je jubilais de cette... Je me rappelle, je planais en sortant de cette académie pour avoir trouvé les preuves, les premières preuves probantes de l'existence de Bergson en Espagne, même si c'était une existence, un anti-bergsonisme farouche. Mais en fait, quand j'ai filé certaines personnes, comme, enfin, j'avais l'impression d'enquêter, mais et certains modernistes, certains créationnistes, et que je voyais tous les philosophèmes parce que je les avais remontés, je savais d'où ça venait, j'avais vu les correspondances, les allusions, etc. Même si la présence était contrariée de fait, elle était réelle et je pouvais l'étayer parce que le nom de Bergson, parce que les philosophèmes étaient identifiables et que c'était pas des projections et des suggestions permanentes. En fait, j'ai pu vraiment étayer mon argumentation, non pas en essayant de trouver des contours là où il n'y en avait pas. J'ai toujours étayé, je ne faisais pas de l'herméneutique en essayant de retrouver quelque chose qui pouvait lointainement ressembler au visage du bergsonisme. En fait, tout mon travail a été étayé toujours, à la fois, mon travail herméneutique était toujours étayé par un fond de recherche en histoire culturelle où j'avais, sur tous les auteurs sur lesquels je travaillais, pas seulement leur corpus, les objets littéraires ou artistiques qu'ils avaient produits, mais également leur correspondance, euh, leur prise de parole, aller à la Residencia de Estudiantes, aller à l'Athénéo de Madrid et voir que telle conférence a été prononcée, etc. En fait, je pouvais vraiment étayer cette présence ou cette présence contrariée par vraiment un travail historique. Oui, du concret, bien sûr, je comprends. Et donc si vous deviez résumer en une phrase la thèse de votre thèse, vous diriez quoi? Euh, En une phrase, j'ai essayé de montrer une présence contrariée du bergsonisme en Espagne, une présence contrariée qui a été faite de micro-histoires contrariées avec donc les néo-thomistes catholiques, les positivistes wundiens, les psychopédagogues institutionnistes, les modernistes, les ultralistes, les créationnistes, les philosophes avec Bergson. Donc d'autant plus présent que supposément caché. Voilà. OK. Alors vous avez déjà mentionné un certain nombre de noms au fur et à mesure que vous nous avez expliqué votre travail et comment, pourquoi vous l'avez emboîté de telle et telle façon, et cetera. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été importantes dans ce parcours de la thèse, ce processus de la thèse dont vous voudriez parler aujourd'hui? Ouais, j'ai vraiment en tête mon directeur de thèse, que je ne connaissais pas avant de le rencontrer, avant qu'on me le conseille, avant que Pedro Cordoba m'invite à aller le rencontrer. Mais mon directeur de thèse a été fondamental dans l'expérience de l'autonomie dans le travail de recherche. C'est quelqu'un qui m'a toujours dit qu'il n'était pas philosophe, que Bergson en Espagne, c'est moi qui l'écrirais, que c'est moi qui le rechercherais. Et en fait, il a été vraiment un incitateur
à croître en liberté, en intelligence. Et c'est quelqu'un qui... l'autre jour, j'ai relu Qu'est-ce que les Lumières de Kant et je lisais le Sapere aude et le courage de te servir de ton propre entendement sans être sous la tutelle d'autrui. Et je me disais, c'est étonnant parce que il a été un directeur de thèse, on appelle ça comme ça, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagnée. Bah, il m'a dirigée, peut-être, mais il m'a accompagnée pour grandir et oser en fait être libre et quitter une forme d'enfance, quoi, et d'enfance intellectuelle. Et ça a été, je dois vraiment lui rendre hommage pour ça. Euh, et puis, en fait, en intégrant, enfin, en ayant Serge Salin comme directeur de thèse, j'ai intégré aussi le CREC. Et au CREC, c'était un collectif de personnes qui ont beau être prof, maître de conf. En fait, tous les statuts se rencontrent, se mélangent et je trouve il y a une espèce de fraternité dans ce groupe qui se reconduit même si certains ou certaines partent et qui porte l'histoire culturelle et c'est un groupe qui sert l'histoire culturelle en voulant de- comment faire circuler cette tradition et chacun, en fait, il y a eu beaucoup de doctorantes, en l'occurrence, et de maîtres de conf à ce moment-là qui m'ont aidé, qui m'ont expliqué un certain nombre de choses, en fait, qui ont par différentes interventions, je pense à Evelyne Ricci, à Eva Touboul, à Marie Salgue, à Marie Franco, en fait, des gens voilà, qui m'ont beaucoup aidé, quoi. Surtout que moi, je n'avais pas fréquenté l'hispanisme et puis qui ont été très importants et très importantes pour cette mise en place de cette méthode d'histoire culturelle, Bon, de découvrir, quoi. alors j'allais parler maintenant des difficultés que vous avez rencontrées dans votre thèse. J'ai envie de dire, votre thèse est en soi une difficulté, puisque vous avez dit, j'ai eu mon travail, je l'ai périodisé autour des différentes petites énigmes, grandes énigmes que j'ai eu à résoudre au fur et à mesure. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés qui, pour le coup, seraient moins liées aux spécificités de votre sujet, donc des difficultés d'ordre général que vous avez rencontrées, et quelles sont les solutions que vous avez trouvées pour les dépasser? C'est quand même, j'ai rencontré des difficultés qui étaient aussi intrinsèques au-delà de l'absence, voilà, la présence contrariée. Il y a quand même une difficulté que j'ai éprouvée, c'est d'être en permanence dans beaucoup, beaucoup d'ouvrages que je critique que je lisais ou d'articles que je lisais, j'ai été très gênée par un réflexe. Alors, bon, forcément, je lisais à longueur de journée Bergson. Bergson est en permanence dans cette critique du langage qui durcit et qui congèle, mais j'ai été très gênée quand même méthodologiquement par des approches qui endurcissent dans des schèmes. Exemple, tous les schèmes générationnels, en fait, ont été pour moi des ronces qui m'empêchaient de voir et de répéter en permanence génération de 98, génération de 14, génération, et qu'en fait, on ne peut plus penser tant, on a l'impression que toute l'attention scientifique et épistémologique et sémantique se joue dans voilà, la mobilisation de ce genre de mots, mais qu'après, la réalité, dans son mouvant, dans sa durée, n'est plus pensée. J'ai été très dérangée par ça. Et de même, j'ai été très dérangée par, bon, c'est vraiment propre à ma thèse, mais peut-être que c'est extensible. Par exemple, le concept de modernisme pendant la Edad de Plata, ce modernisme qui était envisagé en permanence dans son acception littéraire, alors qu'en fait, quand je travaillais, moi, sur un corpus beaucoup plus européen, que je travaillais sur le modernisme en Allemagne, ou parce qu'il a fallu que je passe par ces recherches-là aussi, de me dire, c'est quoi le modernisme en Allemagne, c'est quoi le modernisme en France, parce que Bergson était appelé moderniste, en fait, de me retrouver avec, pareil, ce schème durcissant du modernisme, ça a invisibilisé en fait la réalité fluctuante
du moment sur lequel je voulais travailler. Et je trouve que des gens, parfois, je me demandais si, même comme chercheur, en fait, il y a un moment, c'est ce que dit Kant, quoi, d'avoir le courage de se servir de son propre entendement, bah, oser se remettre dans le flux du réel pour penser euh, sans se, comment dire, je trouve que parfois, utiliser des réflexes faciles, historiographiques, etc., c'est un réflexe et je ne sais pas si c'est pensé authentiquement. Et ça m'a dérangée. Après, des difficultés d'ordre plus extérieur, oui, forcément, j'avais tout le temps besoin, enfin, après, on est dans le réel, hein, j'avais besoin d'aller dans les archives tout le temps, d'aller à la Fondation José Ortega y Gasset, d'aller à la BNE. Ben, après, en même temps, voilà, il faut manger et concrètement, voilà, il fallait aussi que je donne mes cours, mais je dirais pas que c'était une difficulté. Mais on peut pas que vivre dans la thèse et de toute façon, je pense qu'on perdrait pied à passer son temps. Je trouve que les choses sont très bien faites en France, en tout cas, de pouvoir, pour ceux qui ont la chance, par exemple, d'être à terre, comme moi, j'ai pu l'être, d'à la fois d'être dans cette alternance entre voilà, des grands temps de réflexion sur la thèse et à la fois d'être en contact avec des étudiants et dans le réel. Moi, ça a été plutôt une chance, même si du coup, bah, voilà, j'étais dans cette difficulté de plus avoir accès aux sources et mon périple de reconstitution du bergsonisme en Espagne, de ne pas pouvoir toujours continuer à faire l'archéologue, à lui redessiner son organicité et ce qu'il pouvait constituer. Oui, ça a été en un sens difficile d'être séparé de l'Espagne, parfois certains longs mois, mais sinon, non, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir être accueillie dans des universités, dans des universités variées. J'ai fait le tour de France en des universités, mais du coup, j'ai rencontré beaucoup de gens de très grande qualité, des professeurs de très grande qualité, des enseignants et des enseignantes de très grande qualité, et des chercheurs aussi formidables. Et je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. J'étais à Paris 3 à un moment, puis à Aix-Marseille, à Lille, à Arras, et puis ensuite, bon, j'ai été nommée à Grenoble, mais non, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, arrive un jour la soutenance. Est-ce que vous pouvez nous commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Ouais. Alors, il y avait François Azouvi, dont j'ai parlé, du CNRS et HESS. Il y avait Yvan Lissorgue, qui était très important pour moi parce que je l'avais beaucoup lu pendant ma thèse et sa présence m'a beaucoup impressionnée et m'a beaucoup fait grandir, hein, le temps des quelques heures d'échange le jour de cette soutenance. Il y avait Marie Franco de Paris 3 du CREC. Il y avait Paul Aubert qui avait été très présent pour moi dans toutes les interrogations que j'avais pu avoir sur l'histoire des intellectuels au moment où j'étais à Marseille notamment. Et puis notre conversation, nos diverses conversations s'étaient poursuivies ensuite. Et puis il y avait mon directeur de thèse, Serge Salin, ils étaient 5. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de la soutenance et puis de manière un peu plus générale de cette journée? Parce que je remarque que certains, vous me parlez autant de souvenirs de la soutenance proprement dite que de choses qui ont pu se passer avant ou après. Le matin, l'après-midi, le soir. Euh, ben j'étais terrorisée en y allant, j'étais extrêmement angoissée, et puis en même temps, encore une fois, euh, Serge Salin m'avait dit que il fallait que je puisse assumer cette thèse, qu'il en était très fier et que je devais en être fière et que je devais, le jour de la soutenance, ne pas m'écraser, non pas faire ma rebelle pour faire ma rebelle, mais de pouvoir assumer ce que j'avais cherché pendant des années et que c'était pas en fait que, et puis ça, je l'ai réfléchi ensuite, de me dire qu'il n'y avait aucune raison de me mettre dans une position défensive préalablement, ni offensive en soi,
mais que ce serait un espace où en fait, peut-être une expérience initiatique de quitter l'enfance pour m'affirmer, pour affirmer cette thèse qui était aussi vraiment l'accouchement, un temps maïeutique, l'accouchement de quelque chose qui m'habitait depuis si longtemps. Et donc, ce moment a été extrêmement puissant, suspendu. Certaines interventions, c'était très compliqué pour moi de rebondir, tant j'étais émue parce que j'étais quand même assez défensive intérieurement, persuadée que je m'étais fourvoyée, que peut-être que je m'étais trompée, et en fait, j'ai reçu une pluie d'éloges, et c'est pas que je m'en suis enorgueillie, mais ça m'a confirmé dans l'intuition que j'avais, que je crois qu'il fallait que j'en fasse mon métier. Mm. Ah oui, donc ça a eu ce moment de... Ouais, je comprends. C'est vrai que souvent, pour beaucoup, vous me dites, c'est là que je me suis sentie à ma place et que j'ai compris que ma place était à cet endroit-là. Ouais, c'était ça. Et puis, d'autant que l'enseignement était quelque chose qui me rendait très heureuse. Et vraiment, j'ai éprouvé une joie là qui venait confirmer les multiples joies que j'avais expérimentées pendant la thèse, en fait, des joies qui viennent à la fois de l'exposition d'un travail, des joies de l'écriture, les joies de penser avec les autres, de lire les autres. Et là venait se concrétiser, en fait, je sais pas si on peut appeler ça une vocation, mais quand même, oui, c'est ça, d'être vraiment à ma place là. Après avoir cherché ce que je pouvais faire comme métier pendant des années, là, ouais, je me suis dit, je crois que c'est vraiment le métier qu'il faut que je fasse, d'être enseignant-chercheur. Alors justement, puisque vous en parlez, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail-là? En fait, j'ai à ce moment-là mis en place des méthodes euh, qui sont les miennes aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois d'histoire culturelle, de philosophie, d'esthétique. J'ai découvert enfin, j'ai pas eu le temps, j'ai fait une thèse déjà très longue. J'ai pas eu le temps d'approfondir tout ce qui m'aurait intéressé. Ça m'a assoiffée, j'ai été mise en chemin par cette thèse. Et aujourd'hui, toutes ces recherches que je fais sur la métaphysique de pauvre en Espagne, 1900-1939 environ, de la métaphysique de la chair et de l'os, c'est des recherches que j'ai esquissées, dont j'ai pressenti la fécondité au moment de ma thèse, mais que voilà, j'avais pas le temps d'étudier de façon organique, et d'autant que comme elle n'avait pas, cette tradition n'avait pas de contour, elle ne constituait pas dans l'historiographie ou même euh, un ensemble organique. Aujourd'hui, je suis là-dessus. Et donc, que ce soit sur le plan thématique ou méthodologique, les choses se sont esquissées en fait pendant ce temps qui m'a été donné, offert de travail pendant la thèse, d'outils épistémologiques, de références, peut-être que j'abandonnerai à un moment la philosophie proprement dite ou l'approche herméneutique des textes. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, en fait, je suis encore dans les traces euh, la- la- en tout cas, je donne vraiment une primauté dans mon travail à l'histoire culturelle et en philosophie à l'esthétique, qui était déjà le cas dans, dans mes recherches doctorales. Et alors, le Bergson, ça s'enseigne à des étudiants hispanistes d'aujourd'hui? Oui, oui, j'ai régulièrement pu parler de Bergson euh, dans un certain nombre de cours d'initiation à la philosophie espagnole contemporaine. J'ai pas toujours enseigné la philosophie bergsonienne hispanisée.
à des hispanistes. Je l'ai pas mal enseigné aussi à Panthéon-Sorbonne, à l'UFR de philosophie, où j'ai pu présenter un corpus philosophique espagnol infusé de bergsonisme, même si ce n'était pas toujours le cœur de notre angle d'attaque sur ces textes-là. Mais donc à Panthéon-Sorbonne et aussi beaucoup avec des non-spé, des historiens ou des étudiants inscrits en master recherche pour lequel je donnais des cours de méthodologie où j'expliquais un peu tous les ressorts enfin, en travaillant un peu dans une espèce de proposition radiographique de ce que c'est que l'étude de transfert culturel euh, et de métabolisation d'une pensée. Et donc ça, c'est des choses que j'ai abordées avec des non-spé, mais aussi des hispanistes. Alors, est-ce que vous avez relu votre thèse? Bah en fait, ma thèse, je l'ai écrite pendant 5 ans. Elle faisait environ 850 pages et puis je l'ai réécrite pendant 5 ans après pour qu'elle fasse 213 pages. Donc je l'ai relue euh, jusqu'à ne plus la désirer du tout. Et puis il se trouve que je l'ai relue aussi lorsque j'avais des articles à écrire parce qu'en fait on oublie en permanence. C'est-à-dire que le moment de l'écriture, on est dans cette fraîcheur de l'étonnement et dans cette dynamique de compréhension. Et puis, en fait, il a fallu souvent que je relise certains chapitres pour réécrire des articles parce que j'étais dans cet éloignement de la source. Et puis, il fallait que je refluidifie les choses. Et donc, à cette occasion, il a fallu que je me remette dans cette pensée initiale d'étonnement au moment où ça jaillit, quoi. Alors, donc, vous avez pu mesurer plus ou moins douloureusement l'écart entre la chercheuse que vous étiez à l'époque et celle 5 ans plus tard, qui avait mûri probablement. Et alors, vous êtes amusé vous-même, vous vous êtes dit, oh, ben, ça, c'était pas si Ah mal. oui. Je pense que j'écrivais trop. Je trouve qu'il y a un nombre d'adverbes à supprimer. Mais en fait, plein de choses. Mais en fait, en un sens, l'écriture de la thèse, c'est quand même ça constitue des prémices. Euh, et du coup, voilà, c'est presque une première tentative. Donc, en fait, il y a plein de choses que j'écrirai plus comme ça, que j'essaierai de nuancer encore plus, pour vraiment me refuser à être dans des postures idéologiques pour être vraiment au plus près du réel. Ça, j'ai vraiment ça à cœur de me dire, est-ce que quand je travaillais parce que j'ai beaucoup travaillé en politique dans ma thèse, de me dire, voilà, est-ce que j'ai pas forcé le trait, est-ce que j'ai vraiment habité tout ce que je disais avec un souci de traduire le réel et non pas de traduire par facilité des choses que j'avais en tête, de me dire, bah oui, euh, syndicalisme révolutionnaire, c'est ça, le néotonisme, c'est ça. Enfin, en fait, voilà. Mais je pense que c'est quand même un film. Je sais pas si aujourd'hui j'aurais réécrit cette thèse-là, sans doute pas. Mais oui, oui, ça c'est sûr, un énorme écart. Et parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui ai. Enfin, c'est comme si j'étais étrangère à des questionnements ou des choses où j'ai plus l'idée d'avoir été dans ces frémissements-là, dans ces étonnements-là. Et j'aimerais bien savoir quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants. D'oser être vraiment libre, euh, oser vraiment l'expérience kantienne, ça s'appellerait AOD, de chercher l'autonomie dans la pensée, euh, et puis de chercher vraiment la nuance et que ce temps d'investigation doctorale et d'écriture ne soit pas un temps par lequel et à travers lequel qui se décorrèlerait du réel, mais il viendrait plonger en lui pour le servir. Voilà. Je pense que ça peut s'appliquer, ça fait peut-être assez philosophique de le dire comme ça, mais je pense que ça peut s'appliquer à tous les domaines de pensée.
J'allais vous dire, ça fait très littéraire hein, de se préoccuper du lien qu'on tisse avec le réel, qu'on est capable de tisser avec le réel. Je pense que vous, c'est à travers la philosophie que vous avez trouvé les moyens de vous situer par rapport au réel, mais je pense que la littérature, Ouais. elle donne aussi pas mal de pistes. Ou alors pour lui échapper. Et après, chacun Mais prend ses responsabilités. la philosophie espagnole, le corpus sur lequel je travaille, est profondément, est profondément littéraire. Alors, quand on l'adjective, enfin, la raison sambranienne, elle est poétique, par exemple. Bien sûr, Donc, c'est ce qui fait sa puissance d'ailleurs. ouais. Avant-dernière question, est-ce que vous voudriez bien prendre votre thèse, le volume thèse, et pas le volume édité, et nous lire la première phrase, deuxième, troisième, si vous semble que ça fait davantage sens, et nous en faire un commentaire? Alors, j'ai une première phrase des remerciements. Donc, je remercie Lorca. Et je le lis, c'est quand même parce qu'il y a deux choses. J'ai remercié deux hommes au début de ma thèse, au début de mes remerciements et au début de mon introduction. Je vais peut-être vous lire ces deux remerciements à ces deux hommes qui n'ont rien à voir, mais euh, je voudrais rendre hommage à Federico García Lorca, notamment à son essai Teoría y Juego del Duende, grâce à qui je me suis tournée vers l'Espagne. Il est à la base de mon amour pour ce pays. C'est lui qui m'a fait passer de l'étude de Pythagore, de l'harmonie dans le cosmos platonicien, des chants extatiques des chœurs grecs d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, qui m'a fait passer d'un projet initial de recherche doctorale sur la mania divine dans le néoplatonisme à la volonté de me concentrer sur le mouvement des idées espagnoles lors de ce que José Carlos Miner appelle la Edad de Plata, fasciné que j'étais par l'énergie vitale si caractéristique des Espagnols. Et puis, l'autre phrase, la première phrase de mon introduction, dans son livre La gloire de Bergson, essai sur le magistère philosophique, François Azouvi a montré comment le plus grand philosophe de la Troisième République française, Henri Bergson, et sa pensée philosophique, le bergsonisme, à un moment en France, dans les années 1900-1914, a coloré toute la culture. L'originalité de la démarche d'Assouvi provient de son travail d'historien culturel. Jamais ce qu'il appelle les sphères excentrées de la métaphysique, que la philosophie bergsonienne a beaucoup travaillé et animé, ne sont envisagées avec dédain. Alors, rétrospectivement, qu'est-ce que vous pensez de cette première phrase? Cette première phrase d'Azouvi, enfin liée à Azouvi. Voilà, c'est le fait d'avoir je vais préciser, le fait d'avoir attaqué votre thèse comme ça, vous en pensez quoi aujourd'hui? Euh, C'est-à-dire, C'est informatif, j'en- c'est déclaratif, c'est déclaration c'est- d'intention? c'est assez efficace en fait. Je vais immédiatement à je vais immédiatement à la thèse que je veux démontrer en passant par lui et en venant chercher un appui euh, méthodologique, une sorte d'aval, une sorte de caution intellectuelle, parce que j'avoue que sans lui, je m'étais trouvée bien seule au milieu des philosophes qui dénigraient très rapidement l'approche en histoire de la philosophie. Euh, et en fait, il venait faire le pont entre mon souhait de travailler en histoire culturelle chez les hispanistes et en même temps, c'est un homme qui lui-même a dû affronter un certain nombre de dénigrements ou de dévalorisation d'un certain nombre de philosophes qui considéraient que son travail pouvait constituer une forme d'appauvrissement de la pensée ou du bergsonisme parce qu'il ne travaillait pas sur les sphères pures de la pensée. Et en le citant lui, c'était une façon de dire, mais moi, en travaillant en histoire culturelle, je veux pouvoir vraiment montrer que la philosophie, elle a émergé dans un terreau à un moment donné, dans des circonstances propres. Et c'est pas Ortega y Gasset qui le renierait. Alors, pour finir, comme vous en avez beaucoup parlé, est-ce que vous pouvez vous mettre dans les pas, dans la voix, dans le corps du duende et de nous lire quelques lignes que vous aimez particulièrement?
Oui, vous voulez que je lise en espagnol? Oui, Ouais. Alors, c'est un passage donc tiré de Juego y Teoría del Duende, qui pour moi est magnifique parce que c'est l'albatros baudelairien déguisé, transfiguré en vieille gitane. Et pour moi, c'est le triomphe de la pauvreté, c'est le triomphe du sublime qui jaillit dans la fêlure. Et ça me bouleverse. Euh, Hace años, en un concurso de baile de Jerez de la Frontera, se llevó el premio una vieja de 80 años contra hermosas mujeres y muchachos con la cintura de agua, por el solo hecho de levantar los brazos, erguir la cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tabladillo. Pero en la reunión de musas y de ángeles que había ahí, belleza de forma y belleza de sonrisa, tenía que ganar y ganó aquel duende moribundo que arrastraba sus alas de cuchillos oxidados por el suelo. alors Pour ça moi, vous... je trouve que c'est une page absolument magistrale. Je lisais ces pages à 15 ans et en fait, je ne m'explique pas pourquoi ces scènes ne prennent pas une ride ni dans mon cœur, dans mon intelligence. Et pour moi, elles me font vivre l'expérience philosophique à l'état pur, quoi. C'est-à-dire cette cassure du canon de la beauté et et qu'en fait, pour moi, ça parle du sublime. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, du sublime qui jaillit nécessairement dans la pauvreté et la fêlure. Alors du coup, cette page-là, vous la relisez de temps en temps quand vous en avez besoin, quand vous êtes dans quel état affectif, psychologique? Vous dites: «Tiens, je vais relire ça, ça ira mieux» ou «Tiens, je vais relire ça, ça me permettra de comprendre, ça me permettra d'écouter», je sais pas. Bah déjà, je l'étudie presque chaque année avec des étudiants non spécialistes qui sont en master 1, master 2, pratiquement chaque année. Et en fait, c'est même pas un texte que je relis, je le connais par cœur. Je le connais absolument par cœur. Donc en fait, il m'habite. Je sais pas, c'est comme l'albatros de Baudelaire, c'est des choses qui font partie qui ont pétri chaque recoin de, je sais pas, de mon cœur et de mon intelligence, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de textes qui, comme ça, vous habitent. Je sais pas. J'espère que ce texte m'habitera toujours. Peut-être que je le perdrai de vue à un moment, mais je ne m'explique pas cette éternelle reconduction de l'étonnement, de la joie et de l'émotion quand je le lis. C'est un mystère. Alors, ne cherchons pas, ne creusons pas trop et laissons la magie, que produit ce texte, le moment où à chaque fois que vous l'ouvrez. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup Camille pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci encore. Avec joie. Merci beaucoup.